13h01, on va démarrer. Je vois que pas mal de gens se sont connectés. Tout d'abord, merci d'être sur le deuxième webinaire de la chaire Performance Globale Multicapitaux d'Audencia. Merci Marie d'ailleurs d'avoir déclenché l'enregistrement, c'est une très bonne chose. Donc là, si jamais vous vous déconnectez ou que vous n'êtes pas là jusqu'au bout, vous aurez l'enregistrement du webinaire. Donc aujourd'hui, on vous propose de vous présenter le premier rapport que l'équipe de la chaire a écrit, que je vous présenterai dans quelques minutes, intitulé « Quelle connexion entre la comptabilité financière et le non-financier ?» Donc, ce rapport a été publié sur le site de la chaire. Vous avez sans doute pu accéder à la version longue cette semaine. Et puis, nous avons aussi réalisé une version plus courte qui vous présente les travaux dans une trentaine de pages. Les deux documents aujourd'hui sont en français et dans quelques semaines seront aussi disponibles en anglais. Eugénie, je te laisse du coup avancer vers la première slide. Super. Alors, 3 temps forts donc, de la présentation aujourd'hui. La présentation de la chaire rapidement. Et puis ensuite, nous irons vers la présentation du rapport. Et en dernier, un temps de questions-réponses pour vous à propos de nos travaux. Alors, sur la présentation de la chaire, rapidement, si tu peux mettre déjà la première slide, les objectifs de la chaire, on en a 3. Le premier objectif, c'est de transformer la comptabilité de demain. Donc, on propose une comptabilité multicapitaux intégrée qu'on a commencé à travailler. Et pour travailler sur ce sujet-là, le rapport qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un des rapports de fondation du travail, c'est-à-dire qu'on a effectuer un travail de fond, de regarder tout ce qui se passait comme connexion entre le financier et le non-financier. Et ça va nous permettre de commencer à travailler sur cette comptabilité multicapitaux intégrée. On a une deuxième mission qui est d'accompagner les professions du chiffre à travers plusieurs choses. On forme et on sensibilise. On a ouvert d'ailleurs un MBA Chief Value Officer ce mois-ci, qui va permettre aux professionnels du chiffre de se former à tout ce qui est autour de la mesure, du contrôle et de l'audit de la performance globale multicapitaux. Mais on va aussi travailler sur des éclairages et du décryptage de normes à destination des professions du chiffre en France. Et le troisième objectif de la chaire, c'est de travailler sur la standardisation et l'harmonisation des normes. Notamment aujourd'hui, on travaille avec les Nations Unies sur ce sujet-là, mais plus globalement, on a un vrai travail d'accompagnement entre la recherche et la pratique à travers les organismes standardisateurs. On est très proche et on voudrait que les travaux de la chaire puissent irriguer les réflexions qui se passent dans ces organismes-là. Notre méthodologie, on en a 2. On travaille en termes de recherche-intervention, c'est-à-dire qu'on est très proche des terrains. On va travailler avec les entreprises et pour les entreprises et les organisations qui souhaitent mettre en place. Et dans la deuxième partie, on travaille aussi ce qu'on appelle pour le bien commun, c'est-à-dire collaborer avec les institutions publiques et privées pour créer les normes de demain et faire bouger les lignes de notre profession. Alors, le programme de travail qu'on a dans les prochains mois, ce n'est pas le programme de toute la chaire, puisque la chaire elle a été ouverte en mai pour 4 ans. Mais dans les prochains mois, donc on a ce rapport sur les modèles multicapitaux qui sortira à l'automne, qui va en fait se focaliser sur les modèles qu'on présente dans le chapitre 2 du rapport d'aujourd'hui. Donc, on va faire ce qu'on appelle un deep dive. Dans un deuxième temps, on va faire un rapport sur la mesure d'impact. C'est un sujet vraiment d'actualité dans le monde de la comptabilité multicapitaux. Beaucoup parlent du terme impact et on va travailler sur qu'est-ce que ça veut dire, cette mesure-là, non seulement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact investing, mais aussi dans les modèles multicapitaux aujourd'hui. C'est un rapport qui sortira aussi à l'automne.
Dans un troisième temps, on va travailler sur une série d'outils qui sera mis à disposition des professions du chiffre, ce qu'on appelle le guide online, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer d'ici la fin de l'année pour commencer à vulgariser, diffuser, décrypter ce qui se passe dans ce monde-là à destination des DAF, des auditeurs internes et externes et des contrôleurs de gestion. Et dans un quatrième temps, on va travailler sur le modèle de comptabilité multicapitaux qui sera publié au printemps avec 2 cas d'entreprise qui sont, tu peux avancer sur la dernière flèche, on travaille avec 2 PME qui sont un petit peu nos cobayes, nos études de cas, pour voir comment ça pourrait se créer, cette comptabilité intégrée. Et on diffusera la méthodologie et les cas au printemps 2021. Voilà pour le programme de la chaire. Et la dernière chose qu'il y a à dire, c'est qu'on fonctionne de manière interactive avec vous, avec les parties prenantes de la chaire. Donc, on a publié le rapport 1 que vous avez à disposition. Il est ouvert à commentaires jusqu'au 30 septembre 2020 avec un email que vous avez à disposition et vous pouvez nous faire part de vos commentaires aujourd'hui et dans le cadre de cet email ouvert et nous en tiendrons compte dans le cadre où nous voudrions passer sur une rapport version 1.2 ou intégrer des choses qui vont se passer entre maintenant et les prochaines années. Et à chaque fois qu'on publiera un rapport, on essaiera d'être le plus interactif possible, soit à travers la publication des rapports, mais aussi à travers des webinaires ou des petits déjeuners, des conférences qu'on organisera. On est un petit peu tributaire de l'actualité sur ce sujet, mais on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous rencontrer et partager nos connaissances créées le plus ouvertement possible. Alors, l'équipe de recherche qui a réalisé ce premier rapport, tu peux mettre les 5 personnes donc, qui vous allez entendre aujourd'hui. Tout à gauche, c'est moi-même. Je ne me suis même pas présentée au début, mais Delphine Gibassier, je suis titulaire de la chaire Performance Globale Multicapitaux et professeure associée à Audencia. Et vous avez normalement en ligne les 4 autres auteurs du rapport. Nicolas Antéaume, professeur en sciences de gestion à l'Université de Nantes. Emmanuelle Cordano, expert comptable et fondatrice de CSR for Finance. Swat Taibi. Bonjour à tous. Voilà, qui est juste à côté de moi, ingénieur agroalimentaire et docteur en sciences de gestion et spécialiste de la comptabilité multicapitaux. Et Eugénie, que vous allez entendre juste après moi, auditeur financier senior chez Hampton Young et qui a travaillé sur le rapport avec nous. Je vais vous présenter le rapport de manière très générale et puis je laisserai la main à Eugénie pour présenter le premier chapitre. Alors, la présentation du rapport, on a quelques définitions préalables, donc on s'est orienté vers la comptabilité financière comme base et puis on s'en est éloigné au fur et à mesure qu'on a travaillé sur le rapport. Donc la comptabilité financière, entendue comme les normes IFRS étudiées, et les normes françaises qui communiquent par les états financiers et les autres documents financiers. Ensuite, l'information non financière, c'est toute celle qui n'est pas traitée par les normes IFRS. Et donc, pour cela, on a considéré, je te laisse mettre les autres définitions, le développement durable d'une part, et puis l'immatériel, donc les actifs incorporels d'autre part. Et vous verrez qu'on parle beaucoup de modèles, et dans ce cadre, ça se définit comme un outil de monétisation des capitaux, de lien de ces capitaux avec la comptabilité financière ou, dans notre cadre, nous avons aussi identifié des comptabilités analogiques, on en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi ce rapport? D'abord parce que vous êtes tous là, pas par hasard. Je suppose que vous avez un grand intérêt et vous avez déjà vous-même pu sans doute travailler sur la comptabilité, ce qu'on appelle non financière. Aujourd'hui, 80% de la valeur des entreprises ne s'explique plus par leur bilan du fait de l'immatériel dans les comptes et 72% des dirigeants financiers estiment que l'information non financière devient de plus importante pour
au moins une de leurs parties prenantes, mais sans doute beaucoup d'autres, c'est-à-dire les investisseurs. Donc, il nous a paru intéressant de développer une étude à jour de ces liens entre la comptabilité financière et tout ce qui est le non financier. Aujourd'hui, la comptabilité financière, elle est de plus en plus questionnée. Alors, elle a été questionnée au fil des années. Dès les années 70, il y a eu de la réglementation, notamment aux États-Unis, anti-pollution, et donc une obligation de provision qui se profilait. Dans les années 90, il y a eu le développement de ce qu'on appelle les outils full cost accounting, notamment dans le cadre de grands projets aux États-Unis financés par le think tank TELUS Institute et l'USEPA. Et puis, dans les années 2000, on a vu l'apparition des certificats d'énergie, des obligations de reporting, des marchés carbone, pour une intensification de ce questionnement très récent, mais très intense aussi. C'est-à-dire que dans les 2 dernières années, vous avez pu observer sans doute une prise de position de plus en plus active de différents normalisateurs, standard setters, gouvernements et entreprises de comment nous allons faire pour réunir ou rétablir un lien entre la comptabilité financière et non financière. Et c'est quelque chose qui est sur la table notamment de l'IASB, mais aussi de la SEC aux États-Unis. Et enfin, il y a un projet aujourd'hui d'ICAP au niveau de l'Europe. Donc, beaucoup de choses en cours et c'est ce qui nous a aussi poussé à faire cet état des lieux aujourd'hui. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que c'est des sujets d'actualité, mais c'est aussi, pour nous, chercheurs, la possibilité de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet et de faire un panorama structuré, non exhaustif, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'initiatives partout dans le monde, mais en tout cas, la plus exhaustive qu'on a plus de tout ce qui lie le non financier à la comptabilité financière. Donc, vous verrez dans la présentation de l'introduction du rapport qu'on a aussi travaillé sur comment l'environnement est pris en compte aujourd'hui. Donc, vous avez une façon qu'on voit beaucoup, qui est de traiter l'environnement comme une externalité aujourd'hui. Donc, c'est quand on parle de full cost, la monétisation d'un impact négatif externe. Vous avez de plus en plus de modèles qui gèrent l'environnement comme un capital. Et puis, vous avez une dernière façon qui est plus émergente et que vous verrez dans notamment le chapitre 2 et 3, qui est le système englobant, c'est-à-dire comment travailler sur une comptabilité qui prend en compte l'économie comme un sous-système d'un système qui est constitué à la fois des activités humaines, mais aussi du système environnemental, la biosphère. Dans le rapport, vous avez 3 grands chapitres. Plus on descend, plus on s'éloigne de la comptabilité financière qu'on a décrit comme étant les normes comptables. Donc, le premier chapitre s'oriente sur tout ce qui est normes comptables, état financier, et puis réinterprétation de ces normes et catégories comptables, notamment la notion du capital. Dans le deuxième chapitre, nous avons repris tous les modèles multicapitaux existants sous 3 formes, celles qui sont les full cost accounting, les modèles sustainability assessment model et enfin les modèles intégrés qui sont expérimentaux et récents, mais sur lesquels il existe quelques innovations. Et puis, dans une dernière partie, on s'est encore plus éloigné et on a travaillé sur les modèles qui ont créé des analogies avec la comptabilité financière, soit en reprenant un modèle compte de résultat bilan, soit en faisant des emprunts des notions comptables, notamment dans les principes. Pour la méthodologie, donc elle est très exhaustive, on a fait beaucoup d'annexes dans le rapport, vous verrez. C'est une analyse historique dans laquelle on a repris les livres, les articles de la Revue française de comptabilité, des articles de recherche et des rapports. Et puis, on a aussi été sélectionner tous les modèles et outils qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont publics. Donc, on a collecté ça fait 2 ans qu'on collecte tous les modèles full cost, tous les modèles Sustainability Assessment Model.
Et puis, on a aussi collecté les modèles analogiques. Donc, on a fait une collecte de données qu'on voulait la plus exhaustive possible. On les a lues et on les a analysées pour réaliser ce rapport. Et donc, je laisse la parole à Eugénie pour la première partie. Merci Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Eugénie Faure. Je suis auditrice financière chez EY depuis plus de 4 ans maintenant. Et je suis également mémorialiste pour le diplôme d'expertise comptable sur cette thématique de comptabilité du développement durable. Et j'ai donc pu participer à la rédaction de ce premier rapport d'étude de la chaire Performance Globale Multicapitaux. Donc, je vais vous présenter de mon côté la structure du chapitre 1 qui traite de la comptabilité financière. Donc, on a voulu partir, donc, comme l'a présenté Delphine, d'un point de vue du plus intégré à la comptabilité ou du plus normé par la comptabilité au moins intégré ou au moins normé de la comptabilité. Donc, en commençant tout d'abord par les normes comptables. Donc les normes comptables, donc il s'agit en fait des normes de comptabilisation à proprement parler, de ce qui peut ou ce qui doit être comptabilisé dans les comptes et qui intègre les enjeux de développement durable ou d'immatériel, que je vais vous détailler dans une slide suivante. Dans une deuxième partie de ce chapitre, on traite des normes relatives aux états financiers. Donc, principalement dans les états financiers, on parle du bilan, du compte de résultat et des notes annexes, qui sont en fait les trois parties des états financiers qui peuvent intégrer des enjeux liés au développement durable et à l'immatériel. Et d'ailleurs, comme le disait Delphine tout à l'heure, on traite de comptabilité financière en normes internationales et en normes françaises. Donc, concernant les normes relatives aux états financiers, on traite des sujets de matérialité, qui est l'un des piliers de l'information financière. On traite également des notions de risques financiers, qui sont à l'origine d'évolution de normes IFRS ces dernières années, et également des informations hors bilan, qui sont une notion très française, et qui contiennent en fait des informations matérielles devant être portées à l'information des utilisateurs finaux des états financiers, mais qui ne constituent ni un actif ni un passif. Il s'agit par exemple, pour les quotas de gaz à effet de serre, en France, lorsque les quotas sont alloués à une entreprise gratuitement par l'État, ils ne sont pas valorisés à l'actif du bilan, mais la quantité de quotas que l'entreprise détient qu'elle n'a pas utilisé doit figurer dans ses états financiers. Dans une troisième partie de ce chapitre, on traite des normes relatives au rapport de gestion, plus généralement des autres documents relatifs à la situation financière, dont le rapport de gestion qui est l'un des plus importants puisqu'il contient la déclaration non financière européenne, qui a beaucoup fait parler d'elle en France, notamment suite à sa transposition dans le droit français il y a quelques années au travers de la déclaration de performance extra-financière. Et enfin, dans une quatrième partie, on parle, en fait là on s'éloigne un peu plus des normes comptables pour étudier un peu comment elles sont réinterprétées, notamment au travers d'une des publications de l'IASB et d'une publication du Climate Disclosure Standards Board, qui viennent en fait réinterpréter certaines normes internationales pour retranscrire, étendre la notion de risque financier aux problématiques de changement climatique et de risque climatique dans les normes IFRS. Et dans cette partie-là, on traite également de la remise en cause de certaines notions comptables dont je vous parlerai dans une slide à venir. Donc, si l'on part du premier bloc de l'escalier que je vous ai présenté, au niveau des normes comptables, donc dans cette partie-là, on traite tout d'abord des normes comptables qui intègrent
des enjeux environnementaux, sociaux ou de l'immatériel liés à l'activité des entreprises. Donc ça peut se retranscrire par la consommation de ressources naturelles, par la consommation d'énergie, par la comptabilisation des salaires pour les problématiques sociales, et enfin par la comptabilisation ou par la gestion des externalités telles que les émissions de quotas de gaz à effet de serre, par exemple. Donc on vient en fait reprendre plusieurs catégories comptables qui traitent de ces différents enjeux du développement durable et de l'immatériel. Et notamment dans la figure qui vient d'apparaître, en fait, cette figure reprend les 6 capitaux selon l'International Integrated Report Council, ou IIRC, qui sont donc les capitaux financiers, manufacturiers, naturels, social et relationnels, humains et intellectuels. Et en fait, dans cette figure, on est venu relier la présence de normes comptables ou l'absence de normes comptables en lien avec ces différents capitaux. Donc, par exemple, si l'on prend en compte le capital humain, il est uniquement présent au travers des charges personnelles. Si on prend en compte le capital intellectuel, il est présent au travers des goodwill suite à des regroupements d'entreprises. Ou si l'on prend en compte le capital naturel, il y a par exemple l'obligation de comptabiliser des provisions pour remise en état de site ou pour démantèlement. Par exemple, si l'on prend en compte une entreprise qui détient des centrales nucléaires, au moment où elle l'a construit, elle a l'obligation de provisionner des coûts de remise en état du site suite au démantèlement de cette centrale, par exemple. Donc ce sont ces éléments-là qui sont décrits dans cette première partie du premier chapitre. Et je voulais ensuite vous parler de la dernière partie du chapitre 1, qui parle cette fois-ci de notions comptables qui sont remises en cause par de nombreux chercheurs. Donc ces notions comptables, il s'agit en fait principalement du capital financier, enfin de la notion de capital en tant que telle, de la notion d'actif incorporel et de la notion de performance. Au sujet de la notion de capital financier, en fait, ces trois notions sont des notions qui viennent un peu montrer comment la comptabilité manque à comptabiliser des éléments du développement durable et de l'immatériel. Donc, la notion de capital, par exemple, le capital financier, on se demande de plus en plus si c'est le seul capital que l'entreprise doit chercher à maintenir et à faire fructifier. Si l'on pense, par exemple, déjà à la définition propre du capital ou plutôt de la performance selon l'IASB, c'est la notion de capital qui vient donner la définition de la performance dans le cadre conceptuel de l'IASB. Et l'IASB ne dit pas qu'il faut forcément avoir un capital financier qu'il faut chercher à maintenir et à faire fructifier, mais ça peut également être un capital opérationnel. Et lorsqu'on voit les 6 capitaux de l'IIRC, par exemple, on peut comprendre qu'il n'y a plus aujourd'hui que le capital financier qu'on doit chercher à maintenir, mais également le capital humain, le capital intellectuel, etc. De cette notion de capital découle également la notion d'incorporel qui peut paraître stricte, la notion d'actif incorporel, pardon, qui peut paraître stricte au niveau des IFRS, puisque donc, pour qu'un incorporel soit comptabilisé, il doit répondre à certains critères qui sont des critères de séparabilité ou qui doit être rattaché à un droit particulier, et ce qui empêche beaucoup de comptabilisation d'actifs incorporels. Par exemple, si on pense à des entreprises telles que Google ou Facebook, ce sont des entreprises dont les activités reposent essentiellement sur des actifs qui ne sont pas incorporés à leur bilan, comme on le disait tout à l'heure au niveau de la valeur des entreprises également,
et qui dépendent essentiellement du capital intellectuel de leurs salariés, par exemple. Donc voilà, cette notion d'actif peut également être remise en cause à ce sujet-là. Et enfin, la notion de performance, elle est aujourd'hui, elle est réduite à travers de la comptabilité à la réalisation de bénéfices, mais les notions de performance environnementale, sociale et plus largement globale sont des notions qui sont de plus en plus importantes pour les parties prenantes telles que les investisseurs. Et ainsi, on peut se demander du coup si la performance qui est traduite par la comptabilité financière est vraiment la performance que recherchent les investisseurs. Elle devrait être plus globale et prendre en compte par exemple l'environnement qui est, comme le disait un chercheur, un créancier jusque-là occulté dans les comptes, alors que les obligations de toute entreprise envers l'environnement sont aujourd'hui certaines. Donc je passe désormais la parole à Souat qui va vous présenter les chapitres 2 et 3 qui traitent des modèles. Merci Eugénie pour la présentation de ce premier chapitre. Je vais maintenant vous parler du second chapitre qui s'intéresse aux modèles expérimentaux avec une approche encore familière aux outils standards que Eugénie vient d'aborder avec vous. Mon objectif n'est pas ici de vous donner à voir l'ensemble des éléments du rapport, mais de vous faire goûter à certains éléments d'entre eux afin que vous ayez envie de continuer à lire la suite. Donc, pour les modèles expérimentaux, on a abordé 3 grands modèles. Tout d'abord, le modèle historiquement premier aussi, qui est le modèle des full cost accounting, qui correspond à la mise en œuvre dans des démarches comptables de la notion d'externalité. Un second type de modèle qui sont des modèles d'évaluation de la soutenabilité ou des modèles de Sustainability Assessment Models, dont l'objectif ici est, tout en ayant une méthodologie proche des modèles de full cost accounting ou des méthodes de coût complet, l'objectif ici est non pas de simplement évaluer, non pas de seulement évaluer la dimension financière liée aux externalités négatives d'une organisation, mais plutôt de faire apparaître une notion de valeur nette créée en valorisant des externalités positives ou en cherchant à les faire apparaître en tout cas. Troisième type de modèle, les modèles intégrés qui, eux, utilisent des structures de type bilan et compte de résultat avec une prise en compte d'un capital naturel défini comme soit comme un élément du passif, soit comme un élément d'actif, et pour lequel on va faire apparaître au compte de résultat des provisions de charges pour le maintien du capital naturel, par exemple. Il existe des dizaines d'expérimentations pour chacun de ces modèles. Ils vous sont présentés dans le rapport selon 4 axes. Un premier paragraphe pour chacun d'entre eux qui présente le principe général, un second qui aborde le format de restitution avant d'aborder l'état de l'art et de vous donner à voir un listing des expérimentations qui sont librement accessibles et qui sont rendues publiques, dont les résultats sont rendus publics. Je vais faire un petit focus, merci, sur les Sustainability Assessment Models ou les modèles d'évaluation de la soutenabilité, avec ici l'exemple de la signature de la soutenabilité tel qu'il a été développé dans un article par Baxter et Babington et al. En 2007, et dont l'objectif, comme je vous l'ai expliqué, est de mettre en évidence une valeur créée au travers d'externalités, une valeur nette créée au travers d'externalités à la fois positives et négatives. Un point commun avec les précurseurs, qui sont les modèles de calcul de coût complet, l'objectif est d'identifier l'ensemble des interactions que l'organisation
va pouvoir avoir avec l'environnement social et environnemental, ou uniquement environnemental, sur un périmètre qui a été initialement défini. C'est là la première étape de l'exercice. Ensuite, on a une évaluation en grandeur physique des impacts positifs et négatifs, puis une monétarisation de ces impacts et une représentation graphique au travers d'une signature de ces différentes évaluations. On a deux écoles qui existent, celle de la signature de soutenabilité que l'on vous présente ici, pour laquelle les auteurs considèrent qu'il ne peut pas y avoir de compensation ou de substitution entre les impacts environnementaux et les impacts sociaux, et d'autres expérimentations qui, elles, considèrent qu'il est possible de parler d'une valeur globale et de définir une valeur qui ne laisse plus apparaître spécifiquement les dimensions sociales et les dimensions économiques et environnementales. Mais je vous laisse vous rendre sur le rapport pour en avoir une plus grande connaissance. Dernière famille d'outils sur lesquels nous avons travaillé, il s'agit des modèles analogiques. Ce que l'on indique par ces modèles analogiques, c'est, si Eugénie, tu peux avancer, c'est un ensemble de modèles qui reprennent le formalisme des comptes standards de manière généralement à faciliter l'adoption de ces derniers, ou en tout cas dans l'hypothèse que cela facilitera l'adoption de ces modèles, mais sans financiarisation dans la plupart des cas, ou avec une financiarisation limitée. 4 grands types de modèles analogiques ont été identifiés dans notre rapport. L'exemple de la comptabilité universelle, 2 modèles de comptabilité basés sur des principes de soutenabilité, un modèle développé en Australie et un modèle qui a fait l'objet de mes travaux de thèse, et des modèles analogiques dont stricts, dont la comptabilité de la biodiversité dont je vais vous parler. Il existe également des modèles intégrant des bonnes pratiques de normalisation internationale et qui sont basés sur des indicateurs, des calculs d'indicateurs du type GRI, Greenhouse Gas Protocols ou encore SASP. Petit focus sur un exemple de modèle analogique, la comptabilité de la biodiversité. Donc ce modèle est issu des travaux de Jérôme Houdet, de Joël Houdet et de ses collègues qui avaient déjà réalisé une thèse à ce sujet en France et qui fait partie maintenant d'un groupe de recherche en Afrique du Sud et qui ont développé une comptabilité de la biodiversité sur un périmètre qui est celui de l'organisation et qui mesure la biodiversité comme la qualité des surfaces qui sont directement contrôlées par l'organisation. On a donc, dans l'exemple qui vous est présenté, 2 niveaux de qualité d'une surface de garrigue, une surface de garrigue dans des conditions aussi bonnes que celles qui préexistaient quand l'entreprise en a pris le contrôle, c'est le type de condition 0, et une proportion qui, elle, se retrouve dans des conditions un petit peu dégradées et qui sont une garrigue de condition 1. Pour chacune de ces surfaces, la proportion de surface maintenue et de surface dégradée est calculée au travers de l'évaluation des impacts positifs et négatifs cumulés qui permettent d'expliquer l'évolution de ces dernières. L'objectif de cet outil, permettre aux organisations de piloter leur impact sur la biodiversité et de compenser autant que faire possible les impacts négatifs sur les surfaces qu'elles contrôlent directement. Plus d'informations, comme je vous l'ai déjà dit, dans le rapport. Je passe la parole à Delphine. Alors, vous trouverez dans le rapport une conclusion et des réflexions sur la suite à donner. Nous, on a voulu insister sur les différences aussi entre les éléments qui sont mesurés quand on parle de comptabilité de l'immatériel ou du développement durable, notamment le fait que vous êtes sur des périmètres très différents, puisque pour mesurer le développement durable, on parle
souvent de plusieurs scopes, pour reprendre le thème périmètre qui vient du GAG protocole, avec la prise en compte de fournisseurs au-delà des frontières et des limites de l'entreprise légale, que la perspective de temps, alors il y a la géographie, mais la perspective de temps est très différente, puisque par exemple pour sauver une espèce, il faut entre 30 et 50 ans. Donc quand on parle de temps organisationnel, on est sur des temps beaucoup plus courts, donc avec une difficulté de mesure qui est perceptible. Et puis, on a une incertitude, bien sûr, sur les données. Tous ceux qui ont tenté de calculer du CO2 sur un scope 3 savent que nous sommes face à des incertitudes sur la mesure, sur les facteurs d'émission qu'on essaye de limiter, mais qui sont quand même présentes. Et puis, la comptabilité du développement durable doit se faire avec et à travers les parties prenantes, donc doit être participative et interdisciplinaire, ce qui est pour l'instant pas forcément le cas de la comptabilité financière stricto sensu. Ça veut dire que dans la réflexion qu'on a souhaité mener dans ce rapport et qu'on va continuer à mener dans la chaire, aussi bien l'intégration est une question qui se pose et qui est posée par l'actualité, et aussi bien il ne faut pas oublier l'objectif. Dans le rapport, vous voyez qu'on a mis le fameux do not de Kate Howarth dans la conclusion, parce que c'est important de se rappeler qu'on a des limites planétaires et des fondations sociétales avec lesquelles les entreprises aujourd'hui doivent travailler. Et c'est dans ce périmètre-là aussi que nos travaux s'inscrivent. Et puis des remerciements, d'abord quand même des remerciements à Eugénie pour la superbe présentation du rapport, à Bernard Christophe et Philippe Peuch-Lestrade qui ont relu dans un temps extrêmement rapide notre rapport avec une lecture très attentive et pas mal de commentaires qu'on a pu prendre en compte, et le soutien des mécènes et partenaires de la chaire, l'IFACI et le CNCC, et merci aussi au CDSP d'avoir accepté une coopération avec nous sur ce projet-là, et notamment pour le passage en Angleterre, et surtout un grand merci à toute l'équipe. Vous avez vu, on était 5 pour écrire ce rapport, donc Swad qui est à côté de moi, Eugénie qui vous a présenté, mais aussi 2 personnes que vous n'avez pas encore entendues, qui sont Nicolas et Emmanuel, qui sont sur le call et qui répondront aussi à vos questions. Donc c'est un travail d'équipe, et merci à tous aussi d'être présents sur le call. Je pense qu'on peut ouvrir aux questions et voir ce qu'on peut vous aider voilà, à mieux comprendre. Vous pouvez soit ouvrir vos micros et parler, soit les mettre dans le chat, vos questions, sans aucun problème. Ou oui, ou lever la main, c'est vrai, il y a aussi la fonction. N'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Si, j'ai vu Florence qui... Oui, bonjour. Oui, allez, pardon. Oui, oui, j'avais une question sur finalement le temps. Vous avez évoqué effectivement le temps opérationnel qui dans nos entreprises est très très court en général, et je me posais la question entre les discussions sur des modèles et des pilotes et quelque chose qui serait vraiment opérationnel pour plusieurs sociétés qui pourraient se comparer entre elles. On parle selon vous, de quelle échéance de temps? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux vous apporter une réponse. On a plusieurs types de comptabilité non financière. La première, c'est quand même de ne pas oublier la partie peut-être réglementaire. Et aujourd'hui, on parle de 2 comptabilités, la financière et la non financière, qui s'élaborent la plupart du temps à travers une liste d'indicateurs, que ce soit celle de la GRI ou du SASB ou une autre indiquée, notamment à travers la DPEF. Donc, cette partie-là, elle est de plus en plus normée et elle va l'être de plus en plus. Vous avez sans doute vu que l'Europe a sorti là, un appel de l'EFRAG pour
pour normaliser au niveau européen ces indicateurs-là. Ça, c'est une première étape. Peu importe la comptabilité qu'on fait après, cette liste d'indicateurs et les calculs de ces indicateurs-là derrière, souvent basés sur des analyses de cycle de vie, ça fonde tout, y compris le travail qu'on peut faire dans des comptabilités intégrées. Ensuite, le travail sur les expérimentations ou les modèles qu'on a décrits dans le chapitre 2 et 3, il y a quand même des avancées relativement fortes sur ce qu'on a appelé les SAM, les Sustainability Assessment Models, qu'on a regroupés. Et il y a un organisme normalisateur aujourd'hui qui s'appelle la Value Balancing Alliance, c'est un groupe d'entreprises internationales avec les 4 Big Four qui travaillent sur cette standardisation. On n'a pas pu intégrer, il devait sortir une première version en juin, on ne l'a pas vu et on n'a pas pu l'intégrer. Ils ont peut-être quelques semaines de retard comme beaucoup aujourd'hui avec l'actualité. Mais ça, c'est un point important à noter, c'est-à-dire qu'internationalement, il y aura une version admise de ce modèle-là, en tout cas, pour les grandes entreprises. Et la Value Balancing Alliance, quand ils présentent leur activité, disent qu'il y aurait aujourd'hui 300 entreprises qui auraient testé ce type de modèle avec l'aide notamment de KPMG ou de Price dans le monde. Donc ça vous donne une idée. Évidemment, il y a plusieurs millions d'entreprises dans le monde, donc ce n'est pas forcément beaucoup, mais sur un nombre de grandes entreprises, ça fait quand même pas mal de gens intéressés et pas mal de choses qui ont été testées. Tout n'est pas public. Nous, on a répertorié ce qui était public dans le rapport, mais ça avance pas mal. Après, il y a la partie plus intégrée, qui est beaucoup plus expérimentale, sur lequel aujourd'hui, il y a une seule entreprise qui le fait de manière systématique, et c'est l'entreprise Olam qu'on présente aussi dans le rapport. Et cette entreprise-là l'a fait sur plusieurs business units, et aujourd'hui, a passé à la vitesse supérieure, a monté une équipe qui s'appelle Finance for Sustainability, dont vous pouvez trouver les informations en ligne. Et leur modèle est semi-public. Je veux dire, ils publient des résultats, ils n'ont pas publié leur méthodologie à l'heure actuelle, mais c'est la seule grande entreprise qui fait ce qu'on appelle une comptabilité intégrée, bilan et compte de résultats qui serait public. Les autres modèles aujourd'hui sont pas suffisamment, n'ont pas été communiqués, suffisamment implémentés, mais on sait qu'en France, notamment le modèle CARE, il y a des choses qui se passent. Tout n'est pas disponible, mais on sait aussi que ça, il y a plusieurs expérimentations en cours. Dans le sud de la France, il y en a aussi dans des entreprises en Loire-Atlantique. Donc, il y a pas mal de travaux en cours. Nous, dans le cadre de la chaire, on se positionne comme des chercheurs, mais des chercheurs qui travaillent avec la pratique. Donc, dans un premier temps, on proposera quelque chose qui se base sur tout ce qui a été fait déjà. On n'est pas là pour réinventer la roue, on est là pour ce qu'on a, comme Google Scholar le dit, se mettre sur les épaules d'un géant, et on travaille pour avancer sur la suite. Et on proposera des premiers travaux en mars 2021. Est-ce que ça sera des choses qui pourront s'implémenter tout de suite? Seul l'avenir ne pourra nous le dire. Et en tout cas, ce qu'on s'attelle à faire, nous, c'est à faire beaucoup d'expérimentations et à les rendre publiques. Donc, on est sur des PME actuellement, mais on sera aussi sur des grands groupes dans le futur. Et l'objectif, c'est vraiment de tester, valider, parler, parce que sans ça et sans cette mise dans le grand public, sans discussion, sans interaction avec les parties prenantes, on n'y arrivera pas. Puisque j'ai la main, je me permets 2 autres questions, puis ensuite je libère. Mes questions, c'était sur les équipes qui peuvent être concernées en fait dans les entreprises. Parce qu'actuellement, on a d'un côté les équipes RSE, de l'autre côté les équipes, on va dire, financières. Est-ce qu'à un moment donné, ces équipes-là, est-ce que ces projets-là, c'est plus dans le domaine des équipes RSE? C'est la première question. Et ma deuxième question, c'est sur la comparabilité. À l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives, quelques initiatives privées. J'ai en tête Kering, Danone, mais il y en a peut-être d'autres dans le monde.
Et c'est vrai que nous, en tant que société cotée, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir se comparer les uns aux autres. Avoir les normes IFRS ou un PCG, ça nous permet d'avoir le même langage. Là, il y a tellement d'initiatives que, en fait, on ne sait pas trop comment cet objectif de comparabilité pourrait être atteint sur du moyen terme. Alors, sur la comparabilité, je pense que c'est vraiment, c'est peut-être pas forcément directement une comparabilité, mais au moins une harmonisation, une normalisation. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord, il travaille de manière assez intensive dans la partie standard setter. J'ai vu dans la liste qu'il y avait quelqu'un du CDSB en ligne. Je pense vraiment que tous sont très conscients d'abord de la fatigue, on appelle ça reporting fatigue, hein, mais aussi la nécessité d'arriver à des règles ou des normes ou une façon de faire qui pourrait vous permettre de vous comparer, mais pas que. La demande des entreprises, c'est aussi de pouvoir travailler en interne, c'est d'avoir des outils qui vous permettent de prendre des décisions pour des investissements, pour des business units, pour acquérir ou pas une organisation qui aurait ou pas détruit le capital social et naturel autour d'elle. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un travail très fort. Et c'est aussi la force de la chaire qu'on a mis en place, c'est qu'on est proche de ces organismes-là, qu'ils soient gouvernementaux ou privés. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on navigue ensemble et pas séparément. Et que la recherche puisse infuser leurs travaux. Après, il y a toujours, quand on monte dans les normalisations, il y a des aspects politiques, certains. Mais en tout cas, nous, on est là aussi pour éclairer. On est là pour faire en sorte que ça soit de plus en plus commun et de plus en plus travaillé ensemble. Sur la partie RSE et financière, ça c'est vraiment une question intéressante parce que c'est quelque chose que les directions financières commencent à travailler de manière très rapide et intensive. J'ai été moi-même très surprise de voir que on a énormément de contacts avec les directions financières ces 2 dernières années, on va dire depuis début 2019. C'est une très bonne chose, mais ces comptabilités-là, elles doivent être interdisciplinaires. Et on ne peut pas. Moi-même, je suis contrôleuse de gestion d'origine. À côté de moi, Swad, elle est ingénieure agronome. Et on a besoin de cette interdisciplinarité pour travailler ces sujets-là. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est saisi maintenant dans les DAF des entreprises et c'est tant mieux parce qu'on sait l'importance que ça peut avoir stratégique, mais c'est indispensable que les équipes qui y travaillent ne soient pas que des comptables ou des contrôleurs de gestion. Moi-même, je suis formée depuis 10 ans à ces outils-là, mais je n'ai pas la connaissance que SWOT peut avoir, par exemple, de certaines particularités du monde agricole ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important d'être interdisciplinaire. Et je vois qu'on a pas mal de questions dans le chat, alors je vais essayer de remonter et vous m'excuserez si on en a oublié quelques-unes. Pouvez-vous remettre la slide sur les méthodes comparées? Alors Eugénie, est-ce que tu peux remettre sur, je pense que c'est le chapitre 2. Oui, c'est la première slide du chapitre 2. Et puis, oui, voilà, celle-là, je pense. Et du coup, la question qui suit, je pense que c'est, ne pensez-vous pas que le modèle full cost a l'avantage d'une mise en place beaucoup plus rapide? Les Sustainability Assessment Models demandent un pointage qui semble fastidieux. Alors, oui et non, puisque les principes à mettre en œuvre pour un modèle full cost ou pour un Sustainability Assessment Model sont les mêmes. Les 4 étapes principales à mettre en œuvre sont partagées dans les 2 cas. La différence est le fait de rechercher des impacts positifs ou non sur le répertoire, sur le périmètre concerné. Il y a une envie, enfin j'aimerais pouvoir vous dire en réalité que mettre en place ce type de comptabilité peut se faire facilement, rapidement sur quelques indicateurs. La réalité des choses est que vous avez besoin, même sur un modèle full cost, d'évaluer vos impacts et donc de mettre en place une collecte de données qui restera importante dans tous les cas. Troisième point, pour répondre à votre question, à la question du caractère fastidieux, je vous dirais que tout dépend de l'enjeu de la démarche que vous mettez en œuvre. Si l'objectif, c'est de garantir les capitaux dont on dépend et de garantir une résilience non seulement de l'organisation, mais aussi de sa chaîne de valeur et des êtres humains
qui vivent autour en général, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de fastidieux, mais c'est vraiment quelque chose de critique. Et c'est parce que l'on pense que toutes les organisations, tout comme les individus, ont un besoin commun de pouvoir continuer à vivre sur cette planète, que l'on développe des modèles comme cela. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres points de votre question que je n'ai pas saisis, et je serais heureuse d'en échanger avec vous si vous voulez prendre la parole. Monsieur Auriac. En attendant, on va répondre à une question de Pascal de Clarence qui dit qu'on a l'impression qu'on destine cette comptabilité à des grandes entreprises. Est-ce le cas? Non. Pour être très ouverte, la chaire a été constituée en grande partie parce qu'on a été sollicité par des PME autour de nous. Et je viens de terminer un projet de recherche de 3 ans avec l'ADEME sur les PME, donc pas du tout. Et les premiers tests qu'on fait, nos premiers cobayes, ce sont des PME, c'est même TPE-PME pour être très précise. Donc en fait, là, ce que vous voyez, c'est surtout on rencontre des modèles qui sont publics, donc qui ont été testés. Donc c'est vrai que ça peut vous donner l'impression que ce sont que des grandes entreprises, mais je pense que même si on discute avec des grandes entreprises, elles vont vous dire on a tout intérêt à ce que ces modèles-là, comme la comptabilité financière en général, soient accessibles à tous et que les personnes aussi, quand on parle de MBA Chief Value Officer, c'est pas que pour les grandes entreprises, mais ça peut être, je vois qu'il y a parfois des groupes de DAF partagés, ça pourrait très bien être un Chief Value Officer partagé. Il y a vraiment une grande nécessité que le travail qu'on fait ne soit pas un travail exclusif pour les plus grands, mais que ça soit un travail qui permette à tous de repenser les business models et les façons de travailler avec la nature et l'humain. Est-ce que je peux compléter ma question sur les modèles comparés, entre guillemets, là, full cost et puis assessment models? Oui, allez-y. Oui, pardon, merci. Oui, donc sur le full cost, je posais la question, parce que si par exemple, on commence par ce qui pourrait paraître le plus simple, c'est-à-dire les émissions de CO2, il y a déjà des chiffres qui paraissent, alors plutôt pour les grosses boîtes qui sont même auditées, et pour ce qui est des coûts d'externalité du carbone, il y a des travaux de chercheurs. Donc c'est pour ça que je faisais cette remarque, c'est-à-dire qu'on a les deux branches, à la fois sur les émissions, les volumes d'émissions qui sont connus, et puis sur le coût de l'externalité carbone, il y a des choses qui sont connues également. Donc ça semblerait pouvoir être mis en place très rapidement par rapport à l'autre système. Alors, je comprends mieux. Effectivement, il y a des données d'impact des impacts qui sont plus ou moins facilement accessibles et calculables. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Et effectivement, on peut plus facilement avoir une image de nos émissions de gaz à effet de serre et évaluer ces dernières par rapport à des limites planétaires existantes. Donc, avec l'objectif de limitation du réchauffement climatique, par exemple. Mais c'est l'une des limites planétaires, donc c'est l'un des critères qui peut nous permettre de savoir si on maintient correctement notre patrimoine environnemental. La biodiversité en est une autre et on en a... Oui, mais justement, si je me permets, il y a eu des travaux de la Caisse des dépôts sur la biodiversité. Il y a eu un webinaire il y a très peu de temps où les gens des grandes boîtes, il y avait, je crois, Schneider et puis Solvay, disaient qu'il y avait une corrélation entre le carbone et la biodiversité. Ça restait un critère très fort parce que, évidemment, le changement climatique a un impact sur la biodiversité. Donc, ça semble bien remettre l'accent sur l'importance de tracer déjà tout ce qui est lié au carbone. Oui, moi je mets un bémol à ce côté monocritère. Je pense qu'on est sur un système et que énormément de chercheurs ont dit attention, on ne peut pas tout lier au carbone, que ce soit le social ou dans l'environnemental. Et si on parle de biodiversité, le changement climatique est une seule des menaces de la biodiversité. Il y en a beaucoup d'autres. Y compris les espèces invasives, les pertes d'habitat, qui ne sont pas directement liées au changement climatique du tout. Donc, c'est important de vraiment faire attention à ce peut-être un peu raccourci entre les deux. On peut donner l'impression qu'il y a un lien fort parce que le changement climatique a drivé de façon très importante ces dernières années une partie de la perte de la biodiversité, mais c'est vraiment loin d'être le seul facteur.
Il y a des outils de comptabilité de la biodiversité comme celui que vous avez nommé, mais il y en a d'autres par des ONG notamment qui sont dans la sauvegarde des espèces et dans lequel le changement climatique n'apparaît pas comme une des menaces les plus importantes. Donc pour moi, c'est important de pas être monocritère. Sinon, je pense qu'on prendrait des mauvaises décisions. C'est vraiment quelque chose. J'avais fait des entretiens avec les personnes qui ont travaillé sur l'analyse de cycle de vie il y a plus de 20 ans quand ça a commencé. Ils m'avaient dit le choix de ces items-là, un peu politiques comme le carbone, on oublie que du coup la pollution se transfère ailleurs ou les problèmes se transfèrent ailleurs. Donc voilà, c'est toujours un trade-off et c'est toujours compliqué quand on compte plusieurs capitaux et plusieurs indicateurs par capitaux, mais ne pas oublier que vous faites toujours des choix qui impactent le reste. Merci. Il y avait une question sur la référence aux IFRS. Oui, oui. Alors, on a fait un choix double qui est de partir des normes françaises et d'inclure aussi les normes IFRS dans l'objectif aussi que ce rapport puisse servir à l'international. Donc, vous avez, et vous le verrez dans le rapport, une référence aux IFRS, mais pas que. Voilà. Et même de manière générale, de toute manière, c'est vrai que quand on rend compte de ce qui existe publiquement, c'est vrai qu'on va rendre compte d'expériences que des grandes organisations ont eu les moyens de mener. Mais c'est bien l'objectif justement de la suite des travaux que de travailler sur l'application à des petites entreprises et d'en rendre compte et de rendre les résultats de ces expérimentations publiques. Mais c'est vrai que si aujourd'hui on fait un état des lieux, eh bien les organisations qui ont les moyens d'expérimenter et qui ont fait le choix de rendre public sont effectivement plutôt des grandes organisations. Et puis, il y a une question sur le full cost versus les Sustainability Assessment Models. Oui, la principale différence, mais il y a des petites subtilités sur lesquelles on va s'attarder dans le deuxième rapport, mais la principale différence entre le full cost et les modèles SAM, c'est effectivement la prise en compte des externalités positives. Le full cost qui a été expérimenté dès les années 90 n'a monétisé que des impacts négatifs. C'est aussi le choix qui a été fait par Kering dans son ePNL. Le modèle SAM monétise un bénéfice à la société de façon très hétérogène d'ailleurs selon les modèles. Mais effectivement, c'est ça la principale différence. Alors, je mets aussi un petit bémol parce que vous posez une question qui est relativement détaillée, c'est-à-dire que dans les modèles full cost, certains pourraient considérer comme positif le fait de remédier à cette problématique. Donc là, quand on est sur la prise en compte des externalités négatives, bien sûr, d'année en année, normalement, on essaye de les diminuer. Et donc, du coup, on a un impact positif pour diminuer le négatif. Dans le cas des SAM, on a une monétisation, par exemple, dans le cas de BP qui avait été fait par la chercheuse Jan Bevington, ils avaient monétisé le bénéfice à la société que BP apportait comme la mobilité. Donc, c'est tout et je critique pas, je ne dis pas si c'est bien ou mal, mais c'est ça qui fait la différence entre ces deux modèles, pour simplifier. Voilà. Et Eugénie, j'ai une question là, question entre guillemets personnelle. Compte tenu de l'urgence de certains sujets, climat, biodiversité, si vous deviez choisir un modèle parmi les trois qui sont sur l'écran, vous prendriez lequel? Alors, je ne sais pas si Eugénie veut répondre à cette question ou si la question m'était destinée. Eugénie ou les auteurs du rapport. Hein. Oui. Nous, on a choisi de choisir aucun des modèles pour être... non, mais c'est une question personnelle. Non, dans la chaire, en fait, ce qu'on souhaite, c'est surtout travailler. L'objectif, c'est d'aider à la durabilité. C'est le développement durable, l'objectif de tout ça. C'est faire en sorte que les entreprises puissent naviguer dans ce qu'on appelle le do not, dans les limites planétaires. Donc, il y a plein de bonnes choses dans tous ces modèles-là. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites et qui ont des bonnes bases. Et nous, ce qu'on apporte, c'est la suite. Voilà, on va travailler en se servant des travaux de tous pour apporter le niveau suivant. Ouais, c'est ça qu'on va faire.
Et pour finir de répondre à cette question personnelle, l'un des modèles qui est présenté, c'est Swat Taibbi qui parle. C'est le modèle sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse et il a encore besoin d'être travaillé. Donc même celui-là, je ne le choisirai pas. Et c'est pour ça qu'on a encore du travail à faire au sein de la chaire. Et votre thèse, vous l'avez fait sur quel modèle? Un modèle d'assessment? Non? Non, encore un modèle analogique, donc du 3e chapitre. D'accord, merci. Alors, il est 14 h, du coup, je vais vous remercier tous pour vos questions et surtout merci d'avoir été présents. Ceux qui veulent réécouter ou qui ont dû quitter pourront bénéficier de l'enregistrement qui sera mis en ligne dans les prochains jours. Et je vous donne rendez-vous après l'été pour la suite des travaux de la chaire. En octobre, je pense qu'on aura la suite des travaux et que vous pourrez suivre sur le site. Voilà, et merci beaucoup à vous tous.